C'était le 30 mai 2008. Nous avions organisé, Dominique Dussivour et moi, une rencontre entre Jean-Marie Barnaud et Philippe Ramy. La soirée s'intitulait « Le silence comme rencontre ». Elle fut riche, dense. Je vous propose en introduction juste d'écouter le tout début de cette rencontre. On y entend la fin de l'introduction de Dominique Dussidour, puis la présentation de la soirée par Jean-Marie et Philippe. Je voulais qu'on débute cette soirée par ce moment pour deux raisons. D'abord parce que Jean-Marie Barnaud et Philippe Ramy ont fondé avec François Boron l'association Remue.net. Et que donc ces deux personnes sont au cœur de la vie de notre petite bande. Et ensuite, et surtout, je voulais commencer par ce court moment pour rappeler que Philippe Ramy était l'homme le plus drôle et le plus désopilant qu'on ait jamais rencontré. Et donc la partition commune de Jean-Marie et de Philippe, c'est la littérature. Donc quand on lit et quand on écoute Jean-Marie et Philippe, on a l'impression, et ce soir on aura probablement la même impression, c'est de comprendre deux choses assez importantes qui font partie du trajet et des valeurs de Remue.net, qui sont l'amitié et qui sont la littérature. Et qui, dans tous les cas, sont toujours un mouvement et un élan vers l'autre. Que ça soit un mouvement vers l'autre dans l'amitié, vers l'autre de soi dans l'amitié, ou un mouvement vers l'autre de soi en littérature. Donc je crois que c'est ce que nous aurons à écouter ce soir. Et je vais m'arrêter là parce que j'en ai déjà beaucoup dit. Donc, merci. À vous. Merci, Dominique. Oui. Sébastien a dit, c'est lui qui a dit qu'on avait travaillé comme des fous. Et c'est une expression un peu inquiétante parce que à la fin, vous pourrez peut-être vous dire, si c'est comme ça que les fous travaillent, ça ne m'étonne pas trop. Eh bien, ça commence un peu comme ça, de toute façon, parce que figurez-vous qu'il y a quelques mois, lorsque nous avons ensemble, et sur la proposition du bureau de Remue.net, pensé à cette soirée, quelques temps après le début de ces réflexions, Philippe Ramy, Philippe me propose un deal absolument terrifiant, parce qu'il avait rêvé d'une sorte de happening qui aurait consisté dans la provocation d'un pur et d'un interminable silence. Autrement dit, il s'agissait d'être fidèle à cette injonction de Célan, tellement intempestive, selon laquelle, à l'homme comme communication, il n'y a guère que l'homme comme silence qui puisse faire face. Pardon. Donc, je le dis en allemand, dem Menschen als Nachricht kann wohl nur Mensch als Schweigen gegenüber treten. Voilà. Et alors nous serions restés comme ça, sans parole devant vous, jusqu'à l'insupportable. C'est-à-dire que cette posture qui voulait montrer notre fidélité à la fidélité de Paul Celan au poème, au silence que le poème abrite comme son identité la plus secrète, la plus désirable. C'est vrai qu'on peut affirmer ça, mais en même temps, tous ces discours sur le silence sont tellement éculés, tellement rebattus, et tellement consensuels finalement, qu'on a presque honte de le faire. Et c'est pourquoi le projet de nous taire définitivement pendant une heure, au risque de faire se lever la haine,
Là, je dois faire une petite incise, pas prévue, mais je vais quand même te dire entre quatre yeux, sans que personne n'écoute, que je suis assez soulagé, dans le fond, que tu ne te sois pas senti chaud à ma proposition, et peut-être même que fourbement, j'espérais bien que tu refuses. Voilà. Moi j'avais dit que j'aurais pas eu les reins assez solides pour assumer ça. Puis je sais pas, j'imagine maintenant encore plus en voyant le regard de Dominique par exemple. Je ne sais pas trop comment on aurait pu supporter ça. Voilà. Eh bien, Voilà. Je suis évidemment particulièrement ému de vous voir réunis et de ce moment qu'on va partager ensemble autour de Philippe Ramy. Juste avant de céder la parole à Tania Ramy, je voulais très très chaleureusement remercier Olivier Jomanson et la Maison de la Poésie pour nous avoir immédiatement accueillis quand le projet de cette soirée a été énoncé, et puis remercier également le Centre culturel suisse et la Fondation Poète Vitica qui nous soutiennent pour cette soirée. Voilà, je vais refaire des petits passages de temps en temps pour annoncer et présenter deux, trois petites choses, mais donc là je vais immédiatement céder la parole à Tania. Merci. Mesdames, messieurs, chers amis, moi aussi j'ai quelques remerciements à faire. Comme vous l'imaginez, ma belle-mère Rosvita qui est dans la salle et moi avons été extrêmement émus par cette proposition de faire une soirée d'hommage pour Philippe. Un grand merci à Sébastien Rongier qui a fait une énorme préparation en un temps très très court. À son compagne Sorène Berlotier qui non seulement a participé à la préparation mais qui bien sûr s'est occupé beaucoup des tâches, j'imagine, que Sébastien d'habitude remplit lui au sein de la famille. Grand merci aux membres de Remunet qui ont participé à la préparation. Et finalement, un énorme merci aux intervenants qui vont faire revivre ce soir Philippe pour nous, avec des témoignages de toute sa période, qui en effet a été extrêmement liée à Remu.net. Avant cela, encore une petite publicité. Je vous rappelle que malheureusement, un des plus grands écrivains de tous les temps est décédé le 1er octobre. Par contre, sa carrière littéraire n'est pas encore totalement achevée. Son livre « Pardon pour l'Amérique » est en cours d'édition et devrait paraître au mois de septembre à la table ronde. Donc n'hésitez pas, Philippe Ramy existe encore, Pardon pour l'Amérique. Alors, il a déjà été dit que Jean-Marie Barneau, François Bon et Philippe ont ensemble créé l'association Remu.net. Alors, soyons honnêtes, c'était beaucoup François Bon qui était la puissance derrière tout ça, mais c'est vrai que pour Philippe, dont la vie, comme vous allez le voir tout au long de la soirée, pour ceux qui ne le connaissaient pas, a été très très souvent interrompue de manière extrêmement brutale par des problèmes de santé qui tout à coup l'obligeaient d'arrêter tous ses plans et de rester des fois des jours, des semaines, des mois au lit. Pour cette arrivée d'Internet dans sa vie, en fait, lui a permis tout à coup d'être en contact avec plein de gens, de ne plus avoir besoin de cette présence physique qui pour lui était souvent difficile, mais d'être présent par sa parole, par ses mots, de parler avec des gens via email, plus tard via le site, et qui lui a permis aussi de publier des choses courtes dans des périodes de sa vie où il n'avait pas la force, pas la santé pour écrire des choses plus longues. Donc ça a été extrêmement important pour lui. Et je crois que la chose particulière de Remunet, c'est que c'est en même temps un grand groupe qui existe, qui vit, qui travaille, qui change des choses, qui accueille des nouvelles personnes, qui a des personnes qui partent.
Donc quelque chose de solide à qui on peut faire confiance, qui ne va pas tout à coup disparaître du jour au lendemain. Et par ailleurs, c'est toute une grande quantité de personnes totalement individuelles avec lesquelles Philippe entretenait des rapports très personnels, même quand il ne les voyait pas, qu'il ne les avait jamais rencontrés. Et des liens qui ont duré pendant des années et des années. La preuve aujourd'hui, cette soirée organisée par toutes ces personnes qui ont rencontré Philippe. Donc vraiment un grand merci à Remue-Net, à tous ses membres au fil des années et à toutes ces personnes qui ont permis à Philippe de ne plus être isolé ni devant sa feuille blanche, ni dans sa chambre, dans son lit, mais d'être en lien avec la terre entière et en plus, bonheur suprême, de rencontrer plein de personnes qui, comme lui, n'aimaient pas dormir la nuit et avec qui il pouvait mener des discussions très intenses de 2h du matin à 5h du matin. Donc merci aussi à tous les insomniaques de Remue-Net et d'ailleurs qui l'ont suivi pendant toutes ces années. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Jean-Marie Barneau et Laurent Grisel. Alors, je vous lirai quelques phrases, quelques extraits du livre de Philippe Ramy qui s'appelle « Mouvement par la faim », qui est le premier livre que Chêne Éditeur a publié dans sa collection Grand Fond. Et Laurent prendra la suite avec le second livre de cette collection. Mon corps est un éclat de verre. Peu à peu, la douleur revient et le ciel retrouve sa blancheur de morphine. Un corps paisible dort à l'aplomb du poignard. Un corps soulagé par l'épreuve. Lieu vide, sans issue ni accès. Que le mal affranchi de la mort. La douleur est son éternité. La mort abolie dévore ce corps au milieu du désert. Le festin dure toujours. Il n'a pas commencé. Dans la hauteur, elle est brutalité. Dans la longueur et la largeur, ténèbres. Dans la profondeur, humanité. La ville. Au bas d'une colonne, un corps couvert d'une grande pièce de toile est détruit. Ses gémissements vont devant lui. Il rampe. Autour, sur l'asphalte, son sang est piétiné. La ville qui me fournit en drogue se tord, nouée dans le désastre, toute remplie du bloc massif et puant d'elle-même, séparée de tous. J'y ramasse
à ras de terre le regard du mendiant. Quand nos yeux se rencontrent, il me semble qu'ils sont mon supplice et moi le leur, et quelque chose de très doux est dans cet échange. Là sont mes frères que je vois. Ils me regardent, éblouissants. Toi qui espères une délivrance selon ton cœur, la faveur d'une mort sans peine, pense qu'elle te semblera toujours prématurée. Perds l'illusion de ton âme éternelle. C'est de ton corps que tu ne cesses de tomber. Plus ton esprit viendra dans sa clarté, ta faiblesse, s'unissant à lui, portera une enfance, moins la mort te semblera dure et scandaleuse. Tu pourrais la confondre avec le départ d'un oiseau entre les ronces. Est-ce là tout le mystère de ton mal? Je veux dire que la douleur n'est jamais une satisfaction, mais que la vie poursuit en elle sa liberté. Mon existence est un mouvement par la faim. Je donne mon assentiment au démantèlement. Le mien, qui va à l'amble avec celui d'autrui, est souvent plus vite que celui des choses. Mouvement par la faim est un visage sans traits. La victime, puisque tel est le nom de la douleur parmi les hommes, ne s'y montre pas trop lucide pour se satisfaire de l'aveu, trop déprimé pour se mettre à nu. Elle ne parle ni par plaisir, ni par nécessité, mais par pitié pour le mal, dont le pouvoir est réduit au seul don de blessure. Je vais vous lire quelques extraits de Meurt le corps, en suivant un thème qui est dans cet ensemble, mais qui est poursuivi dans toute son œuvre, jusqu'à Monarque, qui est un thème de la culpabilité. Nous ne serons jamais pardonnés. Dans la phrase ou le vers ou la strophe ou le bloc de texte qui précède ce que je vais vous lire, Philippe rappelle Johannes Palm, libraire de Nuremberg, nationaliste convaincu ennemi des Français, selon les mots de Adolf Hitler in Mein Kampf. L'allemand, ma langue maternelle. Palm, le nom de ma mère. Nous ne serons jamais pardonnés. S'il est encore possible d'avancer,
C'est en suivant le chemin le plus court, le plus familier, de ces yeux qui veillent du côté de la plus sale lumière et me regardent mourir. Le pire demeure promis. Au Fils, l'héritage de la résignation. Il y a longtemps qu'il a dompté le sauvage. Sa mort est le seul germe d'un paysage de cornes. L'enfant malade regarde dehors. Il attend sa mère encore à l'église, ses frères et sœurs partis à l'école. Que cette journée, comme toute sa vie, reflue vers la maison et s'abatte sur lui. Je te hais de préférer ma souffrance à la tienne. Je suis né en me fracturant le crâne et le cœur à l'arrêt. J'ai perdu très jeune les êtres que j'aimais. Il me reste une mère. Ma mère portait une blouse blanche lorsqu'elle me prenait dans ses bras. Ma mère s'est assise entre les deux fenêtres. Elle me tend une tasse de thé au jasmin. J'embrasse ses mains et l'odeur de la pluie. J'imagine un sentier à peine marqué par le passage des animaux, qui serait aussi le chemin des amoureux, de tous les êtres livrés au vertige d'être en vie. Surviendrait alors un souffle à peine perceptible sur les herbes hautes, la promesse tenue d'une liberté sans violence. Ma chère mère, que n'avez-vous renié votre nom? Vous écoutez en silence mes reproches. Pourriez-vous admettre que l'état de dépendance qui nous lie est si fort qu'il m'oblige à vous frapper lorsque j'attaque ce mal qui nous accable tous deux? Comment vous faire comprendre que je n'affronte que le langage? Vous êtes pourtant la personne à me connaître le mieux, à savoir que l'affection que je vous porte ne pouvait que corrompre ma rage. Je suis déjà si faible, mais je n'ai pu me défaire de l'enfant que vous avez produit. Que je meure maintenant ou que vous mouriez avant moi ne change plus rien. La victoire se refuse. Nous restons soumis au besoin de nous tenir. On va, au cours de cette soirée, voir et entendre que Philippe Ramy entretenait des correspondances nombreuses, multiples. Tania en a parlé à l'instant. Tel Aviv, c'est loin, et certains amis de Tel Aviv nous ont fait signe. Sabine Wynne m'écrit en ce mois de janvier 2018, je cite: « Il me reste ces lettres de Philippe ainsi que ses livres, mais aussi des choses qu'il avait laissées chez moi en attendant de revenir à Tel Aviv. Des documents, des livres, des crèmes diverses, solaires et antidouleurs, et des affaires de son chat Oedipe. Il y a quelques mois, j'ai fait du rangement et j'ai demandé à Philippe ce qu'il aimerait que je fasse de ce fourbi. Oedipe était parti. Il m'a demandé de ne conserver que les livres que Tania et lui avaient mis dans un sac provenant d'une boutique de vêtements importés d'Inde qui était à 2 pas d'où ils vivaient à Tel Aviv et qui n'existe plus aujourd'hui. Boutique d'où venaient leurs écharpes à Tania et lui. J'ai gardé les livres, des prospectus de voyage, une brosse à cheveux et un savon détachant. Puis Philippe est parti. Pendant 3 mois, j'ai laissé le sac à mes pieds sous mon bureau. Je n'arrivais pas à le toucher.
Je viens de le sortir, de jeter la brosse et les prospectus, de mettre le savon sur ma machine à laver et les livres sur mon bureau. Philippe et Sabine se sont écrits presque 300 lettres, de 2013 à octobre 2017. Ils s'écrivaient parfois plusieurs fois par jour. Remunette publiera en ligne et en plusieurs fois des extraits de ces lettres de Philippe. Tout d'abord, les 53 extraits des lettres de 2013 et 2014, dont ce que vous allez entendre tout à l'heure est tiré. Puis des extraits de lettres de 2015-2016 et enfin 2017. Vous allez entendre 25 extraits donc de lettres de 2013 et 2014, lus par Sabine. Philippe et Sabine avaient parlé de passer Noël 2017 ensemble. Dans sa dernière lettre à Sabine, datée du 25 septembre 2017, 5 jours avant sa mort, il écrit « Ici nous allons bien, chère cousine, à mi-chemin de la résidence de Michalski, toujours aussi merveilleuse, que je me réjouis de te faire découvrir quand nous nous verrons en décembre. Je fonce, je prie et je fonce chaque jour, toujours. J'implore le langage de me laisser passer, de favoriser notre rencontre, sachant que mes attentes doivent demeurer modestes pour ne pas carboniser l'appel. Force, cousine, je t'embrasse, ever and always, forever, Phil. » Je laisse Sabine Huynh lire les lettres. Philippe m'écrit par Sabine Huynh. Au prisme des mots, 24 juillet 2013. Philippe m'écrit qu'il a pensé à Roger Laporte en me lisant, à cette règle du langage, à cette danse que j'engage avec le langage, ce miroir que selon lui je tends aux mots, comme un dispositif pour faire apparaître une créature hybride et insaisissable, une créature de lettres à mi-distance entre le vivant et la chose, mi-humaine, mi-urbaine. Le Diaghilev, 2 août 2013. Philippe m'écrit sur les bonheurs de ces débuts de texte dont on ne voit encore qu'un bout de ficelle dépassé d'un nuage. Envoi Diaghilev, 10 octobre 2013. Philippe m'écrit qu'il a lu ma chronique, ma lecture de Sylvie Salicetti. Il me parle d'amplitude, de saisissement, de proximité, de reconnaissance agissante qui saisit le lecteur et le somme de se présenter face à lui-même en toute sincérité, en toute humanité, en se présentant au livre qu'il lit. Terrible injonction, seule injonction possible au regard du silence du sol, de la mémoire du sol détrempé des camps de la Shoah, qui ne finira jamais de restituer des ossements. Il m'écrit que ces mots ne sont que vent, qu'il a commandé le livre. Lit, 4 décembre 2013. Philippe m'écrit que la vie est belle parce qu'elle est vulnérable, que les livres n'existent que parce qu'ils affirment leur orgueil. Il me demande alors comment il se fait qu'il se voue à vouloir les confondre, désirant écrire un livre si orgueilleux que sa beauté ne serait pas uniquement solaire, mais aussi pudique et modeste, et vivant sa vie si friable avec une telle conviction qu'il la croit éternelle. Il m'écrit aussi que Tania m'embrasse depuis la cuisine et qu'elle demande comment s'appelle le café spécialisé en houmous, que s'il n'est pas ouvert aux traductrices, elle se déguisera même en hôtesse de l'air, si nécessaire, qu'ils sont prêts à tous les sacrifices. Lit, 5 décembre 2013, Philippe m'écrit qu'il s'est tranquillement mis dans son manuscrit, qu'il a ouvert, vu ses 300 pages, vu la masse de documents accumulés durant plus de 3 ans, et qu'il se prépare à repartir à neuf. Vertige, concentration. Invitation, 11 décembre 2013. Philippe m'écrit qu'il se bat et se démène avec la question de l'amplitude du texte à saisir, qu'il sent que son texte cherche le langage de la rue, qu'il marche, en quelque sorte, dans les traces d'un Dos Passos, qu'il veut se produire, apparaître dans la plus grande proximité des choses et des êtres, et qu'il veut ensuite, parce que notre temps est déjà engagé dans le gouffre de l'histoire, porter un message d'amour. Il m'écrit que pour ce faire, il ne trouve secours chez aucun des auteurs qu'il aime. Il m'écrit que Camus est inopérant. Il m'écrit qu'évidemment, on ne peut se lancer dans l'écriture d'un nouveau texte en ayant réponse à toutes les questions qui en marquent le seuil. Pourtant, il faut sentir en soi une sorte de confiance positive capable de les faire taire. Il m'écrit qu'il en est là, qu'il cherche le bon silence pour écrire. Coucou, 12 décembre 2013.
Philippe m'écrit que nous voici engagés avec nos vies dans le langage et que tout ceci tresse une natte, une longue guirlande de voix humaines et animales, incluant le murmure du feuillage et la couleur des citronniers. Surprise, 20 janvier 2014, Philippe m'écrit qu'on ne se hisse pas au niveau du réel en écrivant, mais qu'on produit un mensonge capable de satisfaire en nous le besoin d'être compris et celui de se cacher, le besoin d'exister, en somme. Il m'écrit aussi qu'il prend ses médicaments, qu'il fait bien attention, que sa fièvre est tombée déjà ce matin, qu'il reste la tête lourde et les jambes un peu flageolantes, mais qu'une nouvelle nuit réparatrice le remettra d'aplomb. Il m'écrit enfin que nous n'avons que le choix de la confiance ou du désespoir, que nous n'avons que ce triangle blanc qui s'offre comme espace à l'embranchement de ces deux dispositions mentales. Génial cette photo, 24 février 2014. Philippe m'écrit qu'il a relancé le travail, lui aussi accroché au langage de toute la force de ses petits bras, qu'il lit beaucoup, sans cesse, et qu'il reprend l'écriture mise en pause ces 10 derniers jours. Un texte et des bisous, 5 mars 2014. Philippe m'écrit que la journée commence on ne peut mieux en lisant mon message dans la vie et plaidant pour la vie. Cette vie dont rien ne peut nous couper, et surtout pas l'écriture. Il m'écrit que le travail transcende nos plaintes, qu'il nous empoigne si fort par les cheveux, par tous les fils de salive, de soie et de barbelé, de l'âme et du corps, du grand tout de chaque jour, où le trivial, beaucoup, et le moins trivial, allez, je risque le sublime, sont offerts à l'écriture, non à la mystique de l'écriture. Il m'écrit que le beau n'est ni la douceur ni la tendresse, mais ce je ne sais quoi de stupéfié et stupéfiant, la radicalité nuancée de l'art qui fait son beurre du néant. La plage de l'Opéra, 3 avril 2014, Philippe m'écrit qu'il a des idées qui lui fourmillent les méninges de jour comme de nuit, qu'il parvient à s'astreindre à une excellente hygiène de vie, coucher 23h, réveil 7h, puis gym, puis travail. Chaque jour, une vraie horloge suisse. Bonjour Couz, 4 avril 2014, Philippe m'écrit qu'il file gagner sa croûte, qu'il a une tonne de traductions à réviser. Merci beaucoup, très chère cousine, 8 avril 2014. Philippe m'écrit qu'il souffre d'insomnie ce soir, qu'il reçoit le prix Michel Dantan pour Béton armé, son livre écrit à Shanghai, qu'il se heurte à un mur dans l'écriture en cours, la nuit et le jour tout en un, et qu'il va s'allonger dans ce presque. News, 5 juillet 2014, Philippe m'écrit que le monde est cinglé, qu'il faut travailler, cousine, comme nous le faisons, toujours plus fort, avec pour seul horizon de faire peser tout notre poids de langue, toute la poésie dont nous sommes capables, sur l'autre plateau de la balance. Travailler dans le vide, donc sans doute, dans le vide face à la langue de plomb. Il m'écrit que nous sommes dans un temps où les individus se rêvent en tant que peuple, où les peuples sont des monstres assoiffés de sang, où le seul jeu commun est de s'entendre sur la manière de le faire couler. Bise lacustre, 2 octobre 2014. Philippe m'écrit qu'il s'est lancé dans un machin qui tutoie la fresque, que je connais ça, la spirale des univers qui s'emboîtent, le désir d'écrire par désir avant tout, et l'irrésistible attraction des roses, championne en matière de spirales à portée de la main, mais dangereusement apparentée aux galaxies qui, elles, ne se laissent pas empocher de bonne grâce. Il m'écrit que son roman avance, qu'il a désormais confortablement franchi le col dans l'inconfort d'écrire, avec le sentiment d'avoir basculé au sommet et d'avoir la plaine au bout du regard, sous ses pieds, devant lui, désormais. Il m'écrit que cette plaine a encore une allure de désert, qu'il ne voit pas ce qui s'y trame, qu'il sent les odeurs, qu'il perçoit des murmures portés par le vent, mais que tout reste encore à déchiffrer, défricher, découvrir, à traduire. Bien sûr. Bien sûr, les photos que l'on voit ce soir sont de Philippe Ramy. Éric Pessan, qui ne peut pas être là, m'a demandé de lire un petit texte. Je lui ai, il y a quelque temps, envoyé une photographie que vous avez vue, une photographie dans laquelle on voit Don Quichotte
sur un mur. Et il m'a répondu immédiatement en me rappelant la relation qu'il avait avec Philippe. Et je lui ai dit, mais viens. Et donc je vais vous lire le petit texte de Philippe qui se conclura quasiment par cette image. Donc je suis Éric Pessan. À l'ami que je n'ai jamais rencontré. Le 16 juillet 2012, Philippe m'écrit « Il faudra aussi qu'on arrive un jour à nous faire des accolades, pour de vrai, une rencontre de conspirateurs. » C'est une histoire à suspense et à rebond. Nous ne sommes jamais parvenus à nous trouver ensemble, au même endroit, au même moment. Il m'était impossible d'être à Paris lorsqu'il participait à un événement Rumunette. J'ai dû annuler un déplacement un jour où nous avions prévu de nous croiser. Je l'ai attendu à Nantes, un autre jour où sa maladie l'a empêché, au tout dernier moment, de prendre l'avion. Je n'ai aucune idée de quand ont commencé les échanges avec Philippe. Nous étions, lui et moi, au comité de rédaction de Rumunette. J'ai souvenir de sa page MySpace. Il lisait ses livres, je suivais ses blogs. Par négligence, parce que j'ai mal sauvegardé mes messages et que j'ai perdu 2 ordinateurs, je n'ai plus les mails que nous nous sommes envoyés. Reste la messagerie Facebook, restent également les commentaires sur nos murs respectifs. Dans ce petit monde virtuel, Philippe était mon neveu. C'est lui qui l'avait décidé. Au tout début, cette histoire de famille, pour de faux, m'avait fait rire. Peu à peu, j'ai réalisé à quel point c'était une chose sérieuse. J'avais beau être plus jeune que lui, j'ai accepté. J'étais maintenant son oncle. Et il devenait tout naturel d'agir en tonton. De lire un manuscrit en cours d'écriture, de tenter d'aiguiller mon neveu vers tel ou tel éditeur. Il faudrait raconter ici ce moment où Philippe a décidé d'écrire un roman, ses longs découragements face au silence des éditeurs, l'énergie qu'il a déployée pour ne pas céder, pour ne pas se laisser voûter par le premier échec de publication, l'attaque immédiate d'un nouveau manuscrit qui deviendra béton armé. Philippe m'a souvent remercié de la force que je lui ai donnée, alors qu'en vérité je ne faisais rien. La force était la sienne. La détermination, le désir d'écrire, l'envie de roman, tout ceci était en lui. Je crois juste que je lui ai adressé un sourire. C'est ce que fait un tonton lorsqu'il est fier de son neveu. Aujourd'hui, je réalise que si je ne me suis jamais inquiété de nos rendez-vous manqués, ce n'est pas parce que je pensais que nous serions, lui et moi, éternels, et que nous trouverions bien un moment pour nous croiser en vrai. C'est tout simplement parce que nous nous sommes rencontrés, vraiment. Le mot de la fin, je le laisse à Philippe. Il est extrait d'une photographie qu'il m'avait faite d'un gisant prise et qu'il m'avait envoyée en octobre 2007. Nice, 10-07. Cher Éric, sans doute que les gisants vont encore plus vite que les vivants. Et moins vite que les morts. On continue à traverser les cloisons. Amitié, Philippe. Tout est dit. On va continuer à traverser les cloisons. Avec toute mon amitié, neveu. Alors, on a vu un certain nombre de photographies de Philippe Ramy, il y en aura d'autres dans le cours de la soirée. Et il me semblait important ce soir de montrer également donc, le travail de l'auteur de film. Philippe Ramy a tourné, produit, fait un certain nombre de films. Je vous engage à aller voir une série qui s'appelle le Vidéo-livre, notamment autour en complément, à côté, en dialogue avec le livre Demeure le corps que nous a lu ce soir Laurent Grisel. Philippe a également proposé une série de vidéomontages, un parcours web filmé qu'il avait fait pour les 10 ans de l'association, et puis une œuvre qui s'appelle Souvenir Amnésie. Il filme en 2011 le processus même de l'écriture, entre développement, retour, repentir, et on voit donc l'écriture se faire sous nos yeux.
On va voir là un extrait de Crops, qu'il a réalisé en 2008 avec Fred Griot pour le premier festival autour du Général Instinct. On nous montrera donc que le début de ce film, Fred Griot pourrait vous dire que le tournage fut aussi épique que drôlatique. Il faudrait raconter ce que c'est que faire du tracteur avec Philippe Ramy. Je dois excuser David Collin qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et les correspondances ferroviaires, le train suisse, pour une fois pas le train français, ont hélas empêché sa venue, donc il vous salue très très chaleureusement et il embrasse Philippe. Parmi les grandes amitiés de Philippe Ramy, il y a un garçon qui réussit à mettre le désordre. Désordre.net, c'est le nom de son site. Philippe de Joncker, donc, qui aurait dû être là et qui pourrait être là, m'a envoyé une cassette. Alors pourquoi une cassette ? Parce que lorsque l'association Remunet s'est réunie pour la seconde fois, Philippe n'avait pas pu être là et c'était un temps très très lointain, en 2002 où la cassette audio existait encore. Et Philippe de Joncker a voulu lui rendre un hommage particulier avec une cassette. Il lui a fallu bien des jours pour réussir à arriver à ce produit, puisqu'il n'avait même plus de quoi enregistrer une cassette. Et il n'avait d'ailleurs même plus de cassette. Alors j'ai trouvé un... Je vous le montre.
nous en sortir, il a ajouté. Ne t'inquiète. Oh putain, comment ça marche ce truc déjà? Ok. Bon. Putain, c'est vraiment il est à la con, quoi. Phil était nul en escalade. C'était tout en moi qui tirait tout le poids de notre cordée. Lui aurait compris cette mauvaise blague. Nous avons gravi de la sorte, en alpiniste, les derniers mètres entre le 8e et le 9e étage, sans ascenseur chez Dominique, et donc sans corde. En partant du dernier bivouac au 8e donc, j'allais le prendre dans mes bras et il m'a dit « Je vais me faire aussi léger que possible ». Et lorsque son poids a basculé dans mes bras, a pesé sur ma colonne, que j'ai senti se réveiller cet endroit pas très souple chez moi, L5, S1, et qu'autour de mes épaules, ses bras m'ont enlacé, j'ai vu aussi son regard chercher le mien. Oui, nous allions nous en sortir, il a ajouté. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Il restait 2 ou 3 marches quand j'ai demandé grâce. J'ai dit, je te pose doucement, il m'a dit, tu as raison, je vais finir au piolet. Et assis, dos au sommet, pendant que j'ahanais pour reprendre mon souffle, selon une technique que je n'ai pas vue souvent en montagne, le cul dans la neige, il s'est hissé jusqu'au palier sommet, triomphal. Quelques mètres en retrait, plus bas, j'étais catastrophé. J'ai dit, Phil, on est con, on n'a pas pensé à un truc. Je m'en vais dans 1 heure, je ne serai plus là pour te porter. Comment vas-tu faire pour redescendre? Et la réponse a claqué, simple. Bah, on rappelle. Par la suite, c'est devenu un running gag avec Phil, quand nous reprenions langue. Il se confondait en excuses, il n'avait pas eu le temps de reprendre l'entraînement, on ne serait jamais prêt pour le Cervin. Au centre Cerise, après sa lecture avec Jean-Marie Barnaud, profitant d'un moment de répit, je l'avais chahuté dans son fauteuil, il riait à gorge déployée. C'est récemment que j'ai appris que ce soir-là, il souffrait le martyre et qu'il avait mis de la morphine dans son vin, comme on dit. Il m'est arrivé 2 fois ces derniers temps d'être hospitalisé pour des trucs bénins. Et ne disposant pas de quoi que ce soit pour prendre des notes, je me suis rabattu sur mon téléphone de poche. Et chaque fois, je me suis demandé, mais comment il avait vaincu ce Cervin-là? Comment il avait pu écrire tout un recueil de poèmes, les SMS de la cloison, de cette façon? Le Cervin à côté, c'est de la petite bière. Phil me demandait toujours des nouvelles de Nathan. Alors Phil, je peux t'en donner, elles sont excellentes. Cette semaine, j'ai emmené Nathan chez un expert psychiatre pour une évaluation. Psy. Connaissez-vous l'expression « l'habit ne fait pas le moine » Nathan. Non, je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences. Tu vois, il va très bien. Tania m'a écrit il y a 2 mois qu'elle avait trouvé Ma fuite en Égypte dans la pile des livres que Phil était en train de lire et que pour cette raison, elle ne pouvait me garantir que Phil avait fini de le lire. Tania, s'il avait fini de le lire, il m'aurait envoyé un mot. Il aurait commencé par s'excuser de son manque d'assiduité à l'entraînement. Et puis, Dieu sait ce qu'il aurait écrit de terriblement profond et intelligent à propos de mon livre. Mais comme je n'ai rien reçu, croyez bien que je regrette, je sais qu'il ne l'a pas fini. Alors, Phil, de là où tu es, je sais que cela n'a plus d'importance. Si je divulgâche, comme on dit chez José, je veux bien te dire comment ça finit. À la fin, le narrateur ne meurt pas. Et il a de nouveau envie de vivre, comme toi.
Merci infiniment, Philippe de Joncker. François Bon, qui va être parmi nous par une vidéo, m'a dit la difficulté qu'il avait à faire cette vidéo. Et puis les choses sont venues d'une manière immédiate pour lui, et puis il a retravaillé ça dans un petit montage qu'il nous offre ce soir. François Bon. Je me résous à parler, puisque cela aussi sera emporté. Quelques minutes avant mes plus longues crises, je vois distinctement. Je vois, car la joie est alors mon seul besoin, des trombes d'eau s'abattre par une ouverture du plafond et dans la mer d'orage se déplacer la masse noire d'un soleil. Mon lit porte un corps à peine redressé. Ce corps est un angle où ton regard se déchire. Dans sa plaie, il vit. La tête te fixe, l'épaule gauche est bandée, elle saigne abondamment, le bras est tendu, un fer le traverse, la main est posée sur les organes génitaux, il tient un drain où caillots et cristaux coulent avec l'urine, l'autre main écrit machinalement dans un cahier à couverture noire. L'abdomen est proéminent, les hanches crevées par l'escar, les jambes en lame sont recroquevillées à plat comme la drogue les a fauchées. Aujourd'hui s'achève, sans infléchir, une crise qui prolonge sa veille. Ma chambre est au courant d'air, l'océan vient, je suis sa lumière et son cri. Le sternum est découpé pour une intervention sur le cœur qui bat un rythme de métal. Un tuyau jaune guêpe est planté dans la gorge. Il crache des antibiotiques à l'intérieur d'un ventricule. Je m'autorise une injection dont le pouvoir ne désagrège pas la douleur, mais la couvre d'une peau et m'isole pour un temps dans un corps d'où je peux écrire. Génétique, mon infirmité me domine. Penser à elle mène vers sa perfection, l'œuvre de la maladie. À force de souffrir, le discours s'élabore. Esprit venu sur les déplacements du ciel, n'as-tu jamais attendu l'ange du matin? L'orage ensanglanté arrache le plafond. Mon corps est un éclat de verre. Alors que j'écoute mes os se briser, je perds la vue, la parole. Les yeux tombent au fond du crâne, la langue enfle, elle sort de la bouche, un filament glacé s'enroule autour des chevilles, un autre entaille les jambes, un autre les reins, le dos, un autre, encore un autre. Il pleut des barbelés suspendus, des centaines de griffes. Mes mains cherchent le souvenir de leurs gestes. Je me penche pour vomir, m'étonnant de sentir ma maladie sur le flanc. Rien ne vient, je vale de la boue. Je suis dans un sac. Il y a dans ce mal une intransigeance, une obligation de pauvreté qui me font l'intime d'une agression. Mais jamais je n'affronte ce qui me frappe. Je pense à un repos où la pulsion de mort et la miséricorde se mêlent. Rejoins cette plus juste personne que tu es dans la douleur. Soulage la détresse d'un amour qui ne peut te toucher sans te faire souffrir. Vivant par relation à la mort d'autrui, un médecin me couche auprès des agonisants. Voici une dernière chose du monde. Un drap chaud, un bruit de porte pneumatique, un garrot. Je m'endors sur les 7 paroles du Christ sur la croix de César Franck. M'en souviendrai-je? Le cœur cesse de battre. Le corps vidé de son sang devient une réalité qui n'a de nom en aucune langue. Passe un jour qui ne compte pas, serré comme une bille de plomb. Une décharge électrique, le cœur repart.
avec lui la conscience. Il faut choisir, s'enfoncer en suivant la racine de la plaie ou poursuivre dans sa fleur l'écarlate souffrance. Un mouvement derrière mon épaule gauche me propose d'en finir. C'est une voix dans ce qui est détruit, identique à la mienne en ce qu'elle me domine. Elle pleure devant moi et au plus profond la proie à laquelle je ressemble, c'est une consolation. Découvrant ce qui m'attend, je reviens à la vie. Je m'éveille dans les coups. Aucune douleur ne se compare à la douleur de naître. Une semaine durant, je refuse mon souffle. Un appareil me fait respirer. Cette épreuve qui provoque l'abattement, la colère et tous les faux courages ne me trouble pas. J'y puise à grande eau, comme d'autres, la terreur, la tranquillité. Quelle est la portée du sacrifice ? Je perds la moitié du cœur. La maladie semble altérer avec lui. Un instant, je me crois amputé d'un songe, mais cette nouvelle liberté dépend de mon extrême faiblesse. Peu à peu, la douleur revient et le ciel retrouve sa blancheur de morphine. Un corps paisible dort à l'aplomb du poignard, un corps soulagé par l'épreuve, lieu vide sans issue ni accès, que le mal a franchi de la mort. La douleur est son éternité. La mort abolie dévore ce corps au milieu du désert. Le festin dure toujours. Il n'a pas commencé. L'écrivain Philippe Arami, inlassable arpenteur du monde, auteur de romans comme Béton armé, Allegra, enfin Monarque, lors d'une brève et dernière maladie qu'il a emporté en quelques jours, le temps d'écrire l'indispensable. Mouvement par la fin. Je vais demander à Jean-Marie Barneau, Françoise de Maulde et également à Jean-Richard de nous rejoindre pour un petit temps d'échange autour des livres de Philippe Ramy avec donc ses éditeurs, si vous voulez bien venir. Je voulais voilà, qu'on ait aussi un petit moment d'échange autour des livres de Philippe avec des questions infiniment simples pour savoir qui était un petit peu l'homme que vous avez rencontré dans le travail littéraire et puis dans l'amitié que vous avez pu